Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui nous allons parler de cinéma. En janvier 2018, j'ai ouvert un blog sur Tumblr pour apporter mon point de vue sur les adaptations de comics, que ce soit en série ou en film. Mais le sujet d'aujourd'hui est tellement consistant que je ne pouvais pas le résumer en un simple article. Pour que les choses soient claires, avant de commencer, nous allons passer un accord, vous et moi. Le but de cette série de vidéos est de relever les incohérences scénaristiques et de voir quel film se révèle être dispensable, pour ne pas dire inutile, dans cette grande saga qu'est le Marvel Cinematic Universe. Les films estampillés Marvel Studios sont de très bonne facture. Ce sont des films divertissants et très bien réussis. Les effets spéciaux sont cool, remplis d'action, les punchlines sont vives, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'aspect narratif, l'aspect scénaristique. Donc, il est très probable que je supprime des films que vous avez adorés ou que j'en défende certains que vous avez détestés. Si vous ne vous sentez pas capable d'accepter cette condition, eh bien, quittez dès à présent la vidéo et retournez voir vos films préférés, car l'important dans la vie, c'est de faire des choses qui nous rendent heureux. Pour faire une analyse de la grande histoire qu'essaye de nous raconter le MCU, je vais me baser sur la chronologie officielle et non pas sur l'ordre de sortie de cinéma des films. Chronologie qui, soit dit en passant, a été modifiée de multiples fois ces 10 dernières années. Ce qui veut dire que je vais certainement déplacer quelques films de la phase 3 à la phase 1 et certains films de la phase 2 à la phase 1 ou 3. Voilà, il y aura quelques aménagements. Dernière condition, pour faire une véritable critique de cette saga, je vais devoir parler des films dans leur intégralité, scène post-générique inclus. Donc, je vais devoir spoiler, comme disent les jeunes. Mais si vous n'avez pas vu ces films et que vous comptez vraiment les voir, quittez dès à présent la vidéo. Si malgré tout vous restez, ce sera votre choix. Ne venez pas jouer les contestataires dans l'espace commentaire, je ne vous répondrai pas et il est fort probable que je supprime vos propos. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est parti, compte à rebours, générique. Notre histoire commence en 2005. Marvel Studios, dirigé par Kevin Feige, se prépare à sortir une nouvelle série de films distribués par Paramount Pictures. Auparavant, le studio était coproduit par divers autres célèbres noms du cinéma, notamment la 20th Century Fox. Problème étant que d'une part, Marvel Studios tire très peu de bénéfices des films et des produits dérivés, et d'autre part, la Fox détient les droits de réalisation des gros calibres des maisons d'édition Marvel, Spider-Man, X-Men, les Fantastic Four, etc. Alors sur quel personnage se baser pour cette nouvelle série de films? La réponse était évidente, sur le groupe des plus grands héros de la Terre, les Avengers. Mais pour apprécier une équipe de super-héros, il faut d'abord connaître ses membres, leurs personnalités et leurs différences. Et c'est seulement après ça que l'on peut comprendre ce qui fait la force de leur union. Et c'est en fin d'avril 2008 que sort le premier épisode d'une longue série de Standalone Hero Movie, Iron Man. Mais comme je l'ai déjà expliqué dans l'introduction, nous allons étudier les films dans l'ordre chronologique du Marvel Cinematic Universe. On commence par la fin de la phase 1 avec Captain America, The First Avenger. Le film a été réalisé par Joe Johnston et écrit par le duo de scénaristes Christopher Marcus et Stephen McFeely. Ce sont ces deux scénaristes qui écriront aussi le second Thor et Captain America, The Winter Soldier pour la phase 2. Sorti en France le 17 août 2011, le film démarre sur une exploration sous-marine des agents du SHIELD en Arctique et y découvre un bouclier aux couleurs du drapeau américain. Flashback, nous sommes en 1942, en Norvège, dans la ville de Tønsberg, qui est envahie par les forces de l'Hydra, une unité scientifique du Troisième Reich dirigée par Johann Schmidt. Cet homme veut s'emparer d'un artefact confié par Odin au peuple de Midgard, le Tesseract. Il va l'utiliser pour mettre au point un nouveau genre d'armes et renverser le cours de la guerre. De l'autre côté de l'océan, sur le continent américain, nous faisons la connaissance de Steve Rogers, un petit gars rachitique dont le rêve est de devenir soldat et de faire reculer l'idéologie nazie. Sauf qu'en plus d'une corpulence physique, d'une terrible maigreur, Steve Rogers cumule les problèmes de santé et se retrouve automatiquement réformé. Sa détermination attirera l'attention du professeur Eskin, l'équivalent de Albert Einstein pour l'univers Marvel, qui lui proposera une place au programme Rebirth, pouvant faire de lui un super soldat. Il lui apprend aussi
dit qu'il a déjà tenté l'expérience avec Johann Schmidt, qui a été transformé en un monstre nommé Red Skull. Steve va tout de même accepter de participer au projet et c'est tout le charme du personnage. Il représente ce qu'il y a de meilleur dans l'idéologie américaine, justice et liberté pour tous. Steve Rogers est plus qu'un patriote, c'est un véritable idéaliste capable de risquer sa vie pour ses convictions. Après l'expérience, Steve devient un véritable super soldat, mais un espion de l'Hydra tue le professeur Eskin qui emporte avec lui le secret du super sérum et s'échappe. Malgré l'intervention de l'agent Peggy Carter, l'agent de l'Hydra arrive à s'enfuir et nous donne l'occasion de voir les nouvelles capacités de Steve Rogers. Cette opération étant partiellement un échec, Steve Rogers est utilisé comme un outil de propagande pour l'armée avant qu'il ne revoie Peggy à un meeting et apprenne que son meilleur ami, Bucky, et le reste de son commando ont été capturés par les nazis. Steve va partir délivrer son meilleur ami et avec lui enchaîner les missions de sabotage contre l'Hydra. C'est lors d'une d'entre elles que Bucky sera présumé mort, ce qui laissera à Steve un certain traumatisme. Plus déterminé que jamais, il engage son dernier assaut contre les forces de Red Skull qui a pour plan de bombarder les capitales alliées. Lors de la confrontation finale, Red Skull est, semble-t-il, désintégré par le Tesseract qu'il voulait utiliser contre Captain America. Et Steve n'a pas d'autre choix que de faire cracher l'avion dans l'Arctique. Il se condamne ainsi, lui et le mystérieux artefact, à une très longue hibernation. Scène post-générique, Steve se réveille dans une chambre d'hôpital artificielle du Shield et réagit assez mal à son réveil. Il comprend qu'il est désormais sous le commandement de Nick Fury, qui a retrouvé Captain America mais aussi le Tesseract très récemment. Le réveil de Steve Rogers prend donc place peu de temps avant ou pendant la fin du premier film de Thor. Fury lui avouera que Steve a dormi pendant 70 ans. S'en suivra les événements du film Avenger, mais chaque chose en son temps. Toujours en suivant la chronologie officielle du MCU, nous devons parler de Captain Marvel dont les événements se situent dans les années 80. Et là, ça va être très difficile pour moi d'en parler puisque le film n'est pas encore sorti. Tout ce que je peux dire du film, c'est qu'il est censé se dérouler donc dans les années 80, que l'héroïne est incarnée par Brie Larson, une actrice que j'apprécie beaucoup et que j'ai découvert dans United States of Tara. Mis à part ça, la sortie du film est prévue pour le 6 mars 2019, soit à quelques jours de la journée internationale des droits de la femme. Ça sent le gros coup marketing. Ah ça, chez Marvel Studios, on sait y faire dans les effets d'annonce et les coups de publicité. Pas de problème. Mais pour ce qui est du scénario, a priori ce sera essentiellement un flashback et terminera par l'arrivée de Carol Danvers, alias Captain Marvel, dans notre monde peu de temps après les événements d'Infinity War. Alors ouais, dit comme ça, on dirait un peu la structure scénaristique du film Captain America. Pour moi, ce film va finir d'achever le renouvellement de la sacro-sainte Marvel Trinité sur grand écran qui a été amorcé dans la phase 3. Mettez-vous ça quelque part dans votre tête, je développerai plus tard. Passons donc à Iron Man. Réalisé par Jon Favreau et d'un scénario à 8 mains, Iron Man est incarné par Robert Downey Jr. Et l'on n'aurait pas pu rêver mieux pour le casting. Lorsqu'on rencontre pour la première fois Tony Stark, c'est un génie scientifique mégalomane et trafiquant d'armes multimilliardaire qui préfère faire des paris au casino en buvant des cocktails et draguant chaque femme qu'il croise plutôt que d'être présent à la remise des prix qui lui sont dédiés. Il ne manifeste que très peu de respect pour son entourage, que ce soit son chauffeur Happy Hogan, son mentor Obadiah Stane, son meilleur ami officier de l'armée Jim Roddy ou sa secrétaire personnelle Pepper Potts. Pepper qui est manifestement la seule personne qui arrive un peu à cadrer Tony. Suite à une démonstration d'une nouvelle arme pour l'armée américaine en Afghanistan, le convoi de Tony Stark est attaqué par des forces rebelles du pays. Le milliardaire se retrouve donc mortellement blessé par l'une de ses propres créations et va se retrouver en captivité avec le professeur Yinsen qui va lui faire prendre conscience de l'héritage que Tony va laisser derrière lui à l'humanité. Profitant de l'opportunité et du matériel que lui donnent ses ravisseurs, Tony va concevoir sa première armure et s'échapper en provoquant un véritable massacre. De retour à la civilisation, Tony Stark a une véritable prise de conscience. Il souhaite arrêter la production d'armes pour se concentrer sur le développement d'énergie verte. Et voilà la quête de notre personnage. Il est à la recherche de la rédemption. Cette nouvelle décision va l'évincer du conseil administratif de son entreprise, géré désormais par Obadiah Stane. Isolé, il travaille sur une nouvelle armure et décide de détruire toute trace des armes de Stark Industries un peu partout au Moyen-Orient. Ce faisant, il attire l'attention de l'armée, incarnée par son ami Rhodey, et du Shield, incarné par l'agent Phil Coulson.
Coulson. Il finira par découvrir que son kidnapping a été organisé par son mentor, qui souhaitait s'accaparer son générateur Arc, moteur de son armure et seule chose qui le maintient en vie. Un combat titanesque s'engage entre les deux hommes de métal et finit par la destruction d'une partie de la ville et des labos de Stark Industries. À la fin du film, une conférence de presse est organisée pour expliquer les étranges événements qui viennent de perturber la ville. L'agent Coulson donne à notre héros un discours bien préparé, mais l'ego de Tony Stark reprend le dessus et ce dernier déclare publiquement: en rentrant chez lui, Tony Stark rencontre Nick Fury, le directeur du SHIELD, venu lui parler du projet Initiative Avengers. Suite à ce premier succès, 3 mois plus tard sortiront dans nos salles The Incredible Hulk. Le film a été réalisé et co-scénarisé par Louis Leterrier. L'acteur Edward Norton, qui incarne le Dr Banner, sera en partie co-scénariste du film. Nous retrouvons donc le Dr Bruce Banner en cavale au Brésil qui recherche un remède pour se débarrasser du monstre qui sommeille en lui, tout en pratiquant divers exercices de méditation afin de contrôler ses émotions négatives qui causent ces transformations. Le Dr Banner travaille dans une usine de soda et se blesse, faisant ainsi tomber une goutte de sang dans une bouteille qui sera tout de même remplie et vendue. C'est à croire que les contrôles d'hygiène n'existent pas au Brésil. Enfin bon, je m'égare. Grâce à cet incident, l'armée, incarnée par le général Ross, retrouve la trace du Dr Banner et envoie une petite escouade d'élite menée par Emil Browski pour appréhender le gentil Dr Banner sans pour autant les avertir de ce qu'ils vont véritablement affronter. Puisque nous sommes ici pour parler du scénario, la scène de la bouteille est assurément la plus grossière des éléments perturbateurs de l'histoire des films de super-héros au cinéma. Et pour ce qui est du personnage du général Ross, ce qu'il fait n'est pas cohérent d'un point de vue stratégie militaire. On ne rassemble pas une équipe des meilleurs mercenaires de la planète sans les avertir du danger de leur mission. C'est n'importe quoi. Suite à cette confrontation, Bruce Banner retourne aux USA pour rencontrer un mystérieux correspondant, Mr. Blue. Cet homme pourrait l'aider à régler définitivement son problème et en profite pour aller voir le grand amour de sa vie, Betty Ross, la fille du général, jouée par Liv Tyler. Pendant ce temps-là, Ross décide enfin d'expliquer à Blowski l'expérience sur laquelle travaillait Bruce Banner lorsqu'il eut son accident. Cette expérience est issue du projet Rebirth qui permit de créer le super soldat Captain America. Il fait injecter quelque chose qui est l'équivalent du sérum de super soldat à Emil Blowski pour le préparer à sa prochaine confrontation avec Hulk, mais celle-ci finit aussi par un échec. L'armée intercepte finalement Banner chez Mr. Blue, alias Samuel Stern, qui était à 2 doigts de le guérir. Emil Blowski profite de la cohue générale pour demander à Samuel Stern de reproduire l'expérience qui a fait de Banner Hulk, et ainsi naît l'abomination. Il commence par saccager le labo de Samuel Stern, le laissant ainsi pour mort et dans un état des plus étranges. Face à ce nouveau monstre incontrôlable qui menace Harlem, l'armée décide finalement de libérer Banner et de laisser Hulk régler le problème. À la fin du film, Bruce est de nouveau en fuite et semble avoir le contrôle de ses transformations grâce aux méditations. Post-générique, le général Ross est approché par Tony Stark qui souhaite lui parler du projet Initiative Avengers et d'Iron Man. Mais comme beaucoup de spectateurs à l'époque, je n'ai pas vraiment compris l'utilité ou le sens de cette scène. Elle semblait insinuer que les Vengeurs vont se rassembler pour capturer Hulk, mais rien n'est moins sûr. Incredible Hulk n'a pas été le plus gros succès de la phase 1 et il faudra attendre presque 2 ans avant la sortie d'un nouveau film Marvel Studios, le j'ai nommé Iron Man 2. Toujours réalisé par Jon Favreau et scénarisé par Justin Theroux, Iron Man 2 nous montre un Tony Stark toujours aussi mégalo, mais mourant à cause des morceaux de shrapnel toujours coincés dans son cœur. Il doit faire face à une double menace, celle de Ivan Vanko, un fantôme du passé de son père, et Justin Hammer, un concurrent de Stark Industries sur le marché de l'armement. Celui-ci engage une OPA hostile à l'encontre de Tony et de son entreprise. Durant le film, Pepper Potts devient la présidente de Stark Industries, ce qui va lui donner une place plus importante dans le scénario et dans le MCU en règle générale. Tony, pensant qu'il est condamné, enchaîne les bourdes et les catastrophes jusqu'à l'intervention du SHIELD et qu'il trouve enfin un remède. Au top de sa forme, avec une nouvelle armure flamboyante, l'invincible Iron Man finit par vaincre ses ennemis et reprend le cours de sa vie. Dans ce second volet, Tony sera aidé par War Machine et Black Widow, incarnée par Scarlett Johansson. À la fin du film, Nick Fury, directeur du SHIELD, apprend à Tony qu'il est écarté du projet Initiative Avenger à cause de son comportement
comportement, mais il l'engage tout de même en tant que consultant. Cela renforce l'importance de Tony Stark dans l'univers du MCU. La scène post-générique montre l'agent Phil Coulson au Nouveau-Mexique face à Mjolnir, le marteau enchanté, planté dans le sol tel Excalibur attendant son maître. Ce qui signifie que les événements du film Thor ont déjà démarré lorsque Iron Man 2 s'achève et il faudra attendre le 27 avril 2011 pour connaître les péripéties de Thor réalisé par Kenneth Branagh. Avec ce film, nous découvrons l'univers d'Asgard et les liens qui unissent les dieux scandinaves au peuple de Midgard, les humains. La cérémonie de passation de pouvoir est perturbée par une incursion de géants de gel dans la salle des trésors. Ils sont interceptés et punis de mort par le Destroyer, l'arme ultime d'Odin. Mais ceci n'est pas assez sévère pour Thor. Il veut en découdre avec les géants du gel et malgré la désapprobation de son père et d'Heimdall, Thor et ses compagnons envahissent le royaume de Loki, roi des Frost Giants, ce qui a bien failli leur coûter la vie et une paix difficilement acquise. Odin destitue alors son fils de ses pouvoirs et le bannit sur Terre avant d'enchanter Mjolnir de ces mots: « Quiconque trouvant ce marteau, s'il sait s'en montrer digne, recevra la puissance de Thor. » Et voilà la quête de notre héros, une leçon d'humilité qui va l'aider à se montrer véritablement digne de son titre de dieu et protecteur des 9 royaumes. Pendant que Thor apprend les joies de la vie d'un mortel et se fait de nouveaux amis, Odin se retrouve mystérieusement malade au point d'en tomber dans le coma et Loki profite de cette occasion pour réaliser son rêve, devenir le souverain d'Asgard. Soutenu par Jane Foster, Erik Selvig et Darcy, Thor va essayer de récupérer son marteau qui est sous la surveillance du Shield. Il est alors intercepté et commence à perdre espoir jusqu'à l'arrivée de ses amis. Ensemble, ils finissent par comprendre que tout ceci n'est qu'un complot organisé par Loki pour prendre le pouvoir. Alors ils sont gentils mais c'est quand même un peu des gros bourrins les dieux d'Asgard, hein. Ça m'étonne pas que Papy Odin ait du mal à choisir un remplaçant. Enfin bon, Loki décide d'envoyer le Destroyer pour tuer tout le monde et surtout son frère, mais le sacrifice de Thor, qui cherchait à protéger ses compagnons et sa nouvelle petite copine, le rend à nouveau digne de manipuler Mjolnir. Il récupère ainsi Mjolnir et ses pouvoirs, colle une raclée au Destroyer et repart sur Asgard avec ses amis pour dérouiller son frère. Leur petite réunion de famille tourne mal et le Bifrost est détruit dans la bataille et Loki disparaît dans la dimension noire. Odin sort du coma et Thor, plus avisé, lui dit qu'il ne veut pas du trône. Il attendra ainsi que le Bifrost soit réparé pour pouvoir retourner sur Terre et retourner voir sa nouvelle petite copine. J'ai volontairement usé de sarcasme et d'ironie parce que le film est rempli de blagues qui vont quasiment briser tous les effets dramatiques. Ce n'est pas grave en soi, mais c'est un défaut qui va s'accentuer dans les films du MCU durant la phase 2. Malgré ce défaut mineur, le film nous présente tout l'univers d'Asgard et a l'avantage de nous présenter Hawkeye, même s'il n'a droit qu'à 2 répliques et reste dans l'ombre. Dans la scène post-générique, on nous montre Erik Selvig, recruté par Fury afin d'étudier le Tesseract. Le directeur du Shield cherche à trouver un moyen d'exploiter la source d'énergie illimitée de cet objet grâce au docteur Selvig. Loki apparaît dans le reflet du scientifique, ce qui sous-entend qu'Erik Selvig est sous contrôle du dieu de la malice. Nous arrivons donc au meilleur film de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe, The Avengers. Sorti en avril 2012, ce petit bijou a été scénarisé et réalisé par Joss Whedon, le créateur de l'héroïne la plus badass des années 90, Buffy. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer Avengers. Je suppose que vous l'avez déjà vu, ou si ce n'est pas le cas, regardez-le, c'est tout de même l'un des plus grands films de super-héros, si ce n'est le plus grand film de super-héros de l'histoire du cinéma. L'un des éléments scénaristiques les plus importants de ce film sera le sceptre des Kitori, offert à Loki par un mystérieux adversaire. Le sceptre aura un grand intérêt pour le film, puisqu'il permet de contrôler les esprits de quiconque est touché par son rayon. À la fin du film, alors que les Avengers savourent leur victoire, dans l'ombre se dessine la silhouette du mystérieux adversaire et l'une des plus grandes menaces de l'univers Marvel, Thanos. Bilan de cette phase 1. Avec le recul, le seul film scénaristiquement inutile de cette phase est Incredible Hulk. Entre le fait qu'il s'appuie en partie sur le précédent Hulk produit par la Fox, et donc non canon, et que l'on ne revoit aucun des personnages du film à exception de Bruce Banner et du Général Ross dans Civil War, ce film est complètement inutile. La faute en revient en partie à Edward Norton qui n'a eu de cesse de râler contre le montage du film pendant toute la période promotionnelle, et son attitude et les rapports conflictuels qu'il a entretenus avec la production ont amené à cette situation de déni, ainsi que le recasting
cast du géant de jade, incarné désormais par Mark Ruffalo. Résultat des courses, sur les 6 films que propose la phase 1, 5 sont pertinents d'un point de vue scénaristique. Ils forment un tout cohérent, présentent leurs personnages et leur offrent une conclusion magistrale avec le film Avengers. Lorsque ce premier cycle s'achève, nous avons donc un socle solide avec ce que l'on nomme la Marvel Trinité et une menace plus grande qu'une invasion alien ou qu'un dieu d'Asgard qui semble se proliférer à l'horizon en la personne de Thanos. Est-ce que tout ceci a été correctement exploité par la suite? La phase 2 du MCU est-elle à la hauteur de son aîné? La réponse dans la prochaine vidéo.